Vous sera servi dans cette édition d'une odeur appétissante, difficile pour certains de s'en passer. Apprêtez-vous donc à avoir de l'eau à la bouche. Après leur parcours historique, les Aigles du Mali, vice-champions d'Afrique de basketball, arrivent cet après-midi à Bamako. Le département de tutelle sonne la mobilisation et c'est tout pour les titres. Un engagement de vous que s'il est honoré, le président de la transition donne la meilleure illustration. Il s'est engagé à traduire dans les faits les recommandations du rapport du système intégré de gestion des ressources humaines, des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. 10 jours après avoir reçu le document, le chef de l'État rencontre le Premier ministre et des membres du gouvernement concernés. Objectif, donner des orientations claires pour l'application correcte des dites recommandations. La finalité est de stopper l'hémorragie financière des services publics. Garibou Pérou était à Koulouba pour Mali Actualité. Sur un total, plus de 158 000 agents répertoriés au sein des administrations de l'État et des collectivités territoriales, plus de 122 000 ont fait l'objet d'un recensement physique et biométrique. Cependant, 36 151 agents demeurent absents de cette procédure. Ce constat a conduit dans la foulée du lancement du système il y a maintenant 10 jours à une instruction du président Goïta, général de division Ablaye Maïga, Premier ministre. Il y a des recommandations qui ont été émises concernant la mise en œuvre de ce système très performant, un système qui a été mis en place à la demande du peuple malien lors des assises nationales de la refondation. Je crois que le souci principal de la population malienne, c'était de gérer de manière optimale les effectifs de la fonction publique de l'État et de la fonction publique des collectivités territoriales. Donc 10 jours après, en nous conviant à cette réunion, on comprend aisément le souci et surtout l'abnégation du chef de l'État à mettre en œuvre ces différentes recommandations. Nous avons pris bonne note des instructions qu'il nous a données. Et s'il plaît à Dieu, dans les jours à venir, je pense que ces recommandations vont être mises en œuvre. En tout cas, une bonne partie de ces recommandations vont être mises en œuvre, essentiellement pour gérer l'épineuse question des 36 000 fonctionnaires fictifs pour le moment recensés. Ces 36 000 ont 3 mois pour régulariser leur situation, et dont l'incidence financière annuelle s'élève à plus de 48 milliards de francs CFA. Il est à noter que plusieurs défaillances ont été observées dans le dispositif. L'absence d'informations fiables concernant les effectifs, la mise à jour insuffisante des fichiers, le manque d'interconnexion et l'absence de mécanismes unifiés pour la gestion des rémunérations. Général de division Ablaye Maïga, Premier ministre. L'objectif a été clairement annoncé depuis le 15 août 2025. C'est la suspension des salaires de ces 36 000 fonctionnaires fictifs. Mais avant même ce délai de 3 mois, nous avons reçu aujourd'hui d'autres instructions allant dans le même sens. Nous n'allons pas attendre la suspension, mais il y a d'autres mesures qui vont être prises. Mais dans les jours à venir, vous serez édifiés de manière avec beaucoup plus de précision par les ministres sectoriels concernés par ces mesures. Les systèmes intégrés de gestion des ressources humaines, des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales reposent sur un recensement minutieux via des fiches individuelles et un enrôlement biométrique à l'échelle nationale et mission diplomatique avec pour objectif d'assurer une gestion cohérente des effectifs. L'ensemble des données ainsi collectées est intégré dans un logiciel hébergé au Mali, financé sur fonds nationaux, garantissant ainsi la modernisation de notre administration publique. Oui, outre la modernisation de l'administration publique, le Mali est pleinement engagé sur un autre chantier, celui d'élaboration d'un nouveau programme national d'investissement dans le secteur de l'eau. Un programme qui aura comme pilier un plan d'action et une stratégie de financement. L'exercice est réuni depuis hier à Bamako, les acteurs maliens et étrangers, sous la houlette de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Au finish, permettre à notre pays de disposer d'un document qui servira de boussole pour les autorités afin d'assurer le financement pérenne du secteur. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Alousseni Touré. Ressource vitale dont dépend la plupart de nos activités de subsistance, l'eau demeure un enjeu existentiel pour l'humanité. Le Mali, comme la plupart des pays, a besoin de mobiliser les ressources en eau dans la perspective d'un développement durable. D'où la nécessité d'élaborer un plan national de financement du secteur. Et pour cela, notre pays peut compter sur certains partenaires. Navon Sissé, président du partenariat national pour l'eau du Mali. Notre conviction est que c'est par la concertation, l'inclusion et la synergie des efforts que nous parviendrons à bâtir des solutions durables. Sidi Koulibaly, représentant du partenariat mondial de l'eau pour l'Afrique de l'Ouest. Ce programme, soutenu par le Fonds vert pour le climat, dans le cadre du projet de préparation multi-pays de l'Union africaine,
vise à doter le Mali d'un instrument stratégique et opérationnel pour mobiliser les financements nécessaires à la résilience climatique et à la sécurité hydrique. L'absence d'un document de planification stratégique en la matière apparaît comme un handicap existentiel, d'où l'importance accordée par les autorités à cette phase. Mamadou Goumani, DGA de l'AEDD. Conscient de ces enjeux, l'Union africaine a lancé le programme continental d'investissement dans le secteur de l'eau en Afrique, visant à mobiliser 30 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6. Au Mali, malgré les efforts fournis, l'absence de documents structurés d'investissement limite notre capacité à mobiliser des financements adaptés à grande échelle. C'est précisément ce déficit que nous voulons combler. Les conclusions et les recommandations de cet atelier technique permettront de réussir une bonne planification de nos investissements et parvenir à atteindre les résultats fixés par l'Union africaine. Oui, l'Union africaine et l'ONU œuvrent pour combler les déficits en eau potable sur le continent. Selon la dernière, 35% de la population africaine n'a pas accès à cette ressource précieuse et indispensable. En attendant une réponse concrète à cette préoccupation essentielle, les chefs d'entreprise du Mali renforcent leurs compétences sur l'éducation financière. C'est à la faveur d'une session de formation ouverte hier à Bamako, nous dit Ibrahim Kaoukonati. Renforcer la capacité des petites et moyennes entreprises sur l'éducation financière et les aspects juridiques liés aux droits des sociétés, tel est l'objectif de cet atelier à l'intention des chefs d'entreprise. Cheikh Oumar Soumano, consultant du projet PASSEM de la Banque africaine du développement. Le secteur privé malien souffre de beaucoup de problèmes, notamment la non-maîtrise des textes et aussi la non-maîtrise des techniques pour pouvoir assurer son développement. Donc dans cette logique-là, il faut impérativement renforcer les capacités des acteurs. Donc tous les acteurs, notamment les acteurs institutionnels, mais également les acteurs privés. Initié par la cellule technique des réformes du climat des affaires, cet atelier de renforcement des capacités est financé par le projet PASSEM de la Banque africaine de développement. Adama Yoro Sidibé, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. À l'issue de cette formation, le ministère de l'Industrie et du Commerce s'attend aux résultats suivants. Les PME sont sensibilisés sur les méthodes et techniques leur permettant une meilleure gestion de leurs revenus et de leurs dépenses. L'alphabétisation financière des PME est améliorée. La promotion de l'utilisation éclairée des services financiers par le biais d'outils et de matériels d'éducation financière est faite. Et enfin, les arnaques financières et les pratiques commerciales trompeuses sont connues par les PME et réduites. Le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne vise à améliorer le cadre des investissements et ambitionne d'appuyer le secteur privé afin de jouer son rôle de création des richesses. Sur la scène internationale, les Togolais attendent toujours la formation d'un nouveau gouvernement après la démission de l'ancienne équipe le 2 mai 2025. La démission a eu lieu à la veille de la prestation de serment de Faure Gnassingbé comme président du Conseil des ministres dans le cadre du passage à la 5e République. En attendant, l'équipe sortante gère les affaires courantes. Pas de nouveau gouvernement attendu à RDC. Les églises catholiques et protestantes du pays s'associent plutôt à d'autres confessions religieuses pour proposer une feuille de route commune en vue de la tenue du dialogue national inclusif. Un dialogue destiné à résoudre la crise politique et sécuritaire dans l'est du pays. Le document annonce un mois de la paix rythmé avec des cultes œcuméniques pour instaurer confiance et décrispation. Les religieux souhaitent que les discussions débouchent sur un compromis patriotique et durable. Ils n'attendent désormais que la convocation officielle des assises par le président Félix Tshisekedi pour se mettre au travail. Au même moment, le Venezuela lance une campagne nationale de recrutement des civils au sein de la milice nationale, une initiative qui vise à renforcer la sécurité nationale dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis, selon les autorités. Les volontaires qui intégreront la milice suivront une formation sur la logistique, la gestion stratégique des ressources et la défense civile. De la défense à la politique, pour parler de cette conférence de presse hier du Premier ministre français, François Bayrou engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale pour trancher la question centrale de la maîtrise des finances et valider les principes de son plan d'économie budgétaire. Ce sera au cours d'une session extraordinaire du Parlement le 8 septembre prochain pour le vote de confiance. Une annonce qui intervient sur le fond d'appel à bloquer la France le 10 septembre. Plusieurs partis comptent voter la chute du gouvernement. Nous restons avec l'actualité française où le ministre de la Culture restitue ce mardi à Madagascar 3 crânes décapités par les troupes coloniales françaises en 1897. Première application de la loi sur la restitution des restes humains.
Palestiniens. Elle marque une étape dans l'apaisement des mémoires et pourrait annoncer une série de restitutions à venir et réclamées par d'autres pays marqués par la colonisation. Aux États-Unis, en revanche, l'actualité, c'est le limogeage hier par le président Donald Trump de Lisa Cook, une gouverneure de la Réserve fédérale, sur les allégations de fraude pour un prêt immobilier personnel. Dans une lettre qu'il a publiée sur son réseau social, le locataire de la Maison-Blanche a écrit à l'intéressé qu'elle était limogée de son poste au Conseil des gouverneurs avec effet immédiat. C'est la première fois dans l'histoire de la Réserve fédérale qu'un président américain limoge un gouverneur. Cette décision de Donald Trump pourrait être rapidement contestée en justice, ce qui permettra à Lisa Cook de rester en poste le temps de la procédure. Pas de limogeage au Proche-Orient, mais le conflit entre Israël et Hamas ne connaît aucun répit, bien au contraire. 5 journalistes travaillant pour des médias internationaux ont été tués hier dans des frappes israéliennes. Des frappes qui ont ciblé un hôpital du sud de la bande de Gaza. Au total, 20 personnes sont mortes selon la défense civile du territoire palestinien. Le comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières recense près de 205 confrères tués depuis le début de ce conflit. Dans le même registre, nouvelle journée de mobilisation ce mardi en Israël. Le Forum des familles d'otages appelle à une démonstration de solidarité massive pour pousser le gouvernement à accepter un accord de trêve avec le Hamas. Il y a 8 jours, un demi-million d'Israéliens étaient descendus dans la rue pour demander la fin de la guerre et le retour de tous les otages. AES Actualité. Dans la page AES de cette édition, partons d'abord au Burkina Faso où l'École nationale de police change de main. Le commissaire divisionnaire Abdoulaye Bellem tient désormais les rênes de la prestigieuse structure de formation et place son mandat sous le signe de la quête de l'excellence. La cérémonie de passation des charges a eu lieu à Ouagadougou, d'où nous appelle Boukari Kinda de la Radio nationale du Burkina. Ainsi, Abdoulaye Bellem prend officiellement les commandes de l'École nationale de la police. Commissaire divisionnaire de police, Abdoulaye Bellem présidera désormais aux destinées de cette prestigieuse école. Le nouveau directeur général dit s'engager à faire de la rigueur, de la discipline, de l'éthique et de l'innovation les piliers de ses actions. Le commissaire divisionnaire de police, Abdoulaye Bellem. Pour ce faire, avec l'ensemble des cadres et formateurs de cette école, je travaillerai quotidiennement au renforcement de la qualité des enseignements et des formations, en mettant l'accent sur les défis contemporains de la sécurité et ceux liés au contexte particulier de notre pays, à la modernisation des outils pédagogiques en intégrant les nouvelles technologies, au renforcement des partenariats nationaux ou internationaux pertinents, à la promotion d'une culture de discipline, d'intégrité, de patriotisme et du respect de la légalité, indispensable au succès des missions des forces de sécurité intérieure. Le nouveau directeur général dit être conscient de l'ampleur de la tâche qui l'attend. Il exhorte aussi ses collaborateurs à plus de professionnalisme afin de réussir les missions communes. Nous sommes dans un contexte où les défis sécuritaires sont nombreux. Alors, pour faire face à cela, il faut que des dispositions soient prises déjà à la formation pour qu'un certain nombre de valeurs soient assimilées et soient prises en compte par les élèves. Et donc c'est à ce titre que je place cette mission sous le sceau également de l'innovation et de l'adaptation au contexte actuel. Abdoulaye Bellem est titulaire d'une maîtrise en droit et d'un master en management de l'administration option droit et commerce international. Il est chevalier de l'ordre de l'étalon. Et pas de passation de charges au Niger, mais un phénomène inquiète le monde médical, celui des gavages, une pratique qui consiste à forcer les petites filles ou les jeunes filles à manger des quantités énormes de nourriture de façon à ce qu'elles deviennent grosses. Dans certaines sociétés comme celle nigérienne, la beauté ne rime pas souvent avec la minceur. Autrement dit, grossir pour plaire, quel que soit les prix. Tradition ou pression sociale, le gavage n'est pas sans conséquences sur la santé. Iriama Massir Djibo de la Voix du Sahel a rencontré un nutritionniste pour explications et conseils pratiques. Qui dit gavage dit prise de poids et bien souvent risque d'obésité. En Afrique traditionnelle, la beauté féminine était souvent associée aux rondeurs, une perfection toujours présente dans certains pays comme le Niger où certaines femmes continuent de pratiquer le gavage, une pratique qui n'est pas sans conséquences, surtout chez les jeunes filles. Dr Razak Bello, nutritionniste, nous en dit plus. La jeune fille qui prend du poids a plus de risque de faire le diabète, a plus de risque de faire des maladies cardiovasculaires, a plus de risque d'avoir des problèmes respiratoires, a plus de risque d'avoir des problèmes articulaires. Donc globalement, toute la
panoplie de maladies associées à l'obésité. Ces maladies-là vont guetter la jeune fille qui pratique le gavage et qui devient obèse. Mais alors, comment prendre du poids de façon saine et progressive sans mettre sa santé en danger? Le spécialiste répond. Pour prendre du poids, il y a des critères. Et deuxième chose, il faut se dire que la prise de poids ne doit pas être une obsession. Donc globalement, on est dans, si la personne estime que le poids que j'ai, ça n'affecte pas mon bien-être, donc il n'y a aucune raison de chercher à prendre du poids. Maintenant, lorsque la personne désire prendre du poids, il ne faut pas aller dans le gavage, mais il faut aller plutôt dans l'amélioration de l'alimentation. Les effets néfastes du gavage sont nombreux. Selon le docteur Bello, il recommande quelques gestes simples pour préserver sa santé. On a ce que nous mangeons dans la première balance et dans la deuxième balance, il y a ce que nous apportons à notre organisme. Donc du coup, la prise de poids, on va faire en sorte que les apports alimentaires, tout ce que nous mangeons, soit supérieur à nos besoins nutritionnels. Du coup, dès qu'il y a les apports alimentaires qui sont supérieurs aux besoins nutritionnels, donc ça oblige l'organisme à accumuler de la graisse. Maintenant, et les femmes qui veulent prendre du poids doivent connaître qu'il y a un paramètre qu'elles doivent régulièrement calculer, que nous appelons l'indice de masse corporelle. C'est très simple. On prend son poids en kilogrammes et on divise par sa taille au carré. Entre tradition culturelle et impératif de santé, la société nigérienne est appelée à revoir certains standards esthétiques pour mieux protéger ses filles, ses femmes et son avenir. Si vous êtes amateur de la bonne viande grillée, la bonne adresse, c'est Tombouctou. Connu comme une cité du savoir grâce à ses manuscrits, la région cache un autre trésor, celui de l'art de la rôtisserie, un savoir-faire qui rayonne au-delà de nos frontières. En vous rendant sur ces lieux, on vous accueille une odeur appétissante. Apprêtez-vous donc à avoir de l'eau à la bouche. Ensemble, faisons une immersion dans l'univers des bouchers rôtisseurs de Tombouctou. C'est le grand format de cette édition signée Najim Baba Sissi. Ville chargée d'histoire et de culture, Tombouctou cache en son sein un trésor méconnu, une technique unique de rôtisserie de la viande. Bien plus qu'un simple mode de cuisson, il s'agit d'un véritable art transmis de génération en génération par les bouchers de la ville. Ili Mohamed, boucher rôtisseur. Le travail, je l'ai hérité de mon défunt père qui fut boucher. Contrairement à Ili Mohamed, Baba Sissé, lui, a développé sa passion pour ce métier. Quant à moi, je suis venu par pur hasard dans ce travail que j'ai finalement aimé et même fait des formations dans quelques pays voisins comme le Niger et autres. Dans les ruelles animées, l'odeur alléchante de viande grillée flotte dans l'air et les clients affluent de jour comme de nuit pour s'arroger un morceau. Mohamed Sidi Mohamed Arbi, client. Avant de commencer le travail, 10h, 11h, on fera tout pour avoir le morceau, pour mieux débuter la journée. Donc forcément, il faut qu'on passe ici à 10h30, 11h pour prendre le morceau. Aloussène Al-Haj, client. Je quitte au petit marché pour venir prendre déjeuner ici. Si quelque chose tombe seulement, je viens, j'achète. Yaya Diko, client. Avant toute activité, le matin, je viens chercher mon morceau d'abord, histoire de bien démarrer ma journée. Garba Hamay, cet expérimenté en matière culinaire est formel quant à la qualité, la propriété et surtout la dextérité des bouchers de Tombouctou en matière de grillade. Je fais Niger 16 ans. J'ai vu le tifi au Niger, mais la différence avec Tombouctou, c'est la cuisson, le goût et même la qualité de la viande. Tu vois, c'est bien cuit, même le doigt la perce. À côté de ces grillades savoureuses, on trouve également des saucisses traditionnelles appelées l'autre, préparées avec soin à travers des recettes anciennes, une importante quantité de viande sans eau et découpée en mini-morceaux, assaisonnée avec de l'oignon et des ingrédients, enfilés dans un boyau, direction le four. Ili Mohamed, boucher. Toute la ville sait que l'outre n'attend pas, surtout après la pluie ou lorsqu'il fait un peu frais. Ça finit avant la viande. Baba Sissé, boucher rôtisseur. Nous proposons ici la viande grillée, les saucisses et même les boyaux appelés djinana. Mais les djinana sont faits sur commande.
La viande grillée est vendue de jour comme la nuit, tandis que les saucisses uniquement la nuit. Khalil Touré, client. Ces saucisses-là, c'est quelque chose qu'on est venu trouver ici, qui est très bon. On trouve seulement ici à Tombouctou. Difficilement quand tu pars dans d'autres régions, tu trouves ça ou bien dans le reste du pays. Ici, c'est chez nous, c'est une tradition. Cette tradition culinaire est aussi une partie de l'âme de Al-Bilal Soudan. Son hospitalité, sa richesse culturelle et son profond attachement à ses racines. Hassan Malé Sidali, membre du Recotrad. On nous a demandé de revenir à la tradition. Ce n'est autre chose que nos savoir-faire d'antan, comme cette technique-là. Tombouctou n'y connaît que ça, la bonne viande, un travail qui se fait dans les règles de l'art. Ces savoir-faire, bien qu'ils soient peu connus en dehors de la région, méritent d'être protégés et célébrés. Il fait partie du patrimoine immatériel de Tombouctou, au même titre que ses manuscrits anciens ou son architecture en banco. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mahamoudou Asko Faré pour le RTM. Ce générique annonce donc la page sport pour l'animé. Je reçois dans ce studio Siragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Brahma Traoré. Dans l'actu des sports, les Aigles du Mali, vice-champion d'Afrique de basketball, arrivent cet après-midi à Bamako. Oui. Le retour des vice-champions d'Afrique de basket de Luanda en Angola est prévu à 15h55 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. À l'accueil seront présentes les autorités de la transition, la famille du basketball malien et l'UNASAM. Après les hommages dus à leur rang, les médaillés d'argent de l'Afro-Basket 2025 prendront la direction de la ville à bord d'un bus pour l'accueil populaire. Les aigles et leur encadrement technique assisteront au stade de Mamadou Konaté, choisi pour la circonstance, à une réception grandiose. En football, les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations se jouent ce mardi. Madagascar-Soudan, c'est la première affiche. Coup d'envoi 14h30 au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam en Tanzanie. Médaillés de bronze en 2022, les Malgaches viseront une place en finale. Même défi chez les Soudanais au relais eux de 2 médailles de bronze 2011 et 2018. Ils ont échoué 2 fois en demi-finale. Le vainqueur de ce duel frappera un grand coup, se hisser en finale pour la première fois. Et la seconde demi-finale oppose le Sénégal au Maroc. Coup d'envoi 17h30 au stade national Mandela de Kampala en Ouganda. Détenteurs du trophée, les Lions de la Teranga du Sénégal auront à cœur d'aller défendre leur couronne le 30 août. En face, les Lions de l'Atlas du Maroc, vainqueurs de l'épreuve à 2 reprises 2018 et 2020, veulent faire tomber leurs adversaires. La bataille Sénégal-Maroc s'annonce électrique. La Super Coupe Assimi Goïta se poursuit. 4 matchs sont programmés ce mardi. Au stade Mamadou Konaté, dans la poule B, à 16h, Ségou Djoïla et à 18h, Taoudeni Tombouctou. Au stade de Wenzan Koulibaly, à 16h, le groupe C verra Douanza s'expliquer avec Kaye. Et à 18h, Sikasso jouera contre Kita. Hier, dans le groupe A, victoire de 103-0 sur Nara. Gao s'impose 2-0 devant Kidal. Dans le groupe B, la présidence gagne par le strict minimum 1-0 face à Mopti. Et le gouvernement bat Banyangara 4-3. On boucle cette page sport avec quelques nouvelles de transfert. Hamari Traoré, le défenseur des Aigles du Mali et de la Real Sociedad, est dans le viseur de Paris FC, un promu en Ligue 1 française, et de l'OGC Nice. À 33 ans, Hamari pourrait connaître le 6e club de sa carrière. El Bilal Touré est sur le point de rejoindre le club turc de Beşiktaş. L'Atalanta Bergame a entamé des négociations avec le joueur et Beşiktaş. Si le transfert est concluant, l'attaquant des Aigles va porter les couleurs d'un 5e club à 25 ans. C'était la page sport et c'était la signature de Siragatou Sissé. Merci à vous pour toutes ces précisions sportives. Information qui met d'ailleurs un terme à cette édition, la première de Mali Actualité, qui vous a été servie par un trio. À la mise en onde, Mamadou Boubacar Diallo, à la mise en ligne, Abdul Aziz Koulibaly et au micro, Brahma Traoré. Ne décrochez pas, juste après moi, Fousseni Diarra s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à vous, où que vous soyez. Merci. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la page météo. Le temps sera caractérisé par un ciel nuageux à couvert par endroits sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudéni où il sera clair à peu nuageux. Des vents de mousson d'intensité faible à modérée dans tout le pays. Une visibilité assez bonne dans l'ensemble du pays, hormis le nord des régions de Kidal, Tombouctou, Ménaka et Taoudéni, où elle sera parfois affectée par la poussière en suspension. Des orages accompagnés de pluie au cours de la journée dans la majeure partie du pays, à l'exception de la région de Taoudéni et le nord de celle de Kidal et Tombouctou. La température la plus élevée sera observée à Taoudéni avec 44 degrés. Dans les districts de Bamako et ses environs, la température maximale prévue est de 28 degrés. À la même heure, on est sur Watiko Kunafuna. Nɔgɔ bena kɛ kaba ɲɛma u bena kɛ yɔrɔ dɔw la an ka jamana fan caman na fo n'a bɔra Taoudéni mara la yen kaba bena jɛ nɔgɔ dɔɔni bena k'a ɲɛma samiyafɛ fiɲɛ bena ci a barika tɛna bonya o bena kɛ fan bɛɛ lajɛlen na gɛlɛyaba tɛna don yɔrɔ janfɛ filɛli la an ka jamana fan caman na fo n'a bɔra Kidal mara la Tombouctou